le podcast où j'explore l'art de l'amélioration quotidienne en puisant mon inspiration dans les méthodes des plus grands entrepreneurs, sportifs de haut niveau et artistes internationaux. Je suis convaincu que chaque jour est une nouvelle chance de progresser, c'est pourquoi, dans ce podcast, je t'invite à passer à l'action avec mes invités, à découvrir ces techniques et à les mettre en pratique dès à présent. Je suis Sébastien Corlouer et je suis ravi de t'accueillir dans cette quête d'excellence. Prépare-toi à t'élever vers de nouveaux sommets avec Mindways. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Eve, une entrepreneuse passionnée par le bien-être et l'équilibre corps-esprit. Eve va partager avec nous son ambition de vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé, en mettant l'accent sur l'importance de la joie et du bonheur. Elle nous dévoile également comment sa présence sur les réseaux sociaux a été un pivot dans sa carrière, lui permettant de partager ses connaissances et d'inspirer les autres en prenant soin d'eux-mêmes. Eve est une figure exemplaire de l'équilibre entre la gestion des émotions, l'écoute de soi et l'importance de créer des routines quotidiennes durables. Aujourd'hui, nous plongeons plus profondément dans son approche de vie, son parcours professionnel et la façon dont elle gère son énergie vitale pour maintenir cet équilibre parfait entre plaisir et bien-être. Wow. Eve, bonjour. Bonjour, waouh. Quelle intro. Ah ouais. J'ai beaucoup travaillé. Je suis incapable de la faire en direct, c'est pour ça que je la lis, mais voilà. Bienvenue dans le podcast. Merci. On va partir de la tagline qu'on peut lire sur ton Instagram, qui est que tu aspires à vivre 120 ans en bonne santé, rien que ça. Quelles sont selon toi les principales habitudes ou croyances que tu penses être essentielles pour atteindre cet objectif ? Alors c'est très intéressant que tu dises habitude ou croyance déjà, parce que du coup j'enchaîne direct avec l'idée de croyance. Selon moi, le mental, il a une place hyper importante et il a une place hyper importante à la fois dans la santé de ton corps et en fait, si juste t'es pas mentalement bien dans ta tête, t'as pas envie de vivre jusqu'à 120 ans. Donc ouais, la première chose, je dirais que c'est la santé mentale, le bien-être mental. Ensuite, pour continuer à tirer le fil de cette idée des croyances, eh bien, avoir un état d'esprit positif et dans lequel tu vas un peu... je sais pas si tu crois dans la loi de l'attraction. Moi-même, je sais pas trop si j'y crois, mais en tout cas, j'aime bien y croire un petit peu, ouais. C'est ça. Je me rends compte que quand tu... en fait, au-delà de se dire est-ce que je crois ou pas dans la loi de l'attraction, c'est plutôt qu'à chaque instant, quand tu as une pensée, le moment où tu as eu cette pensée ne reviendra jamais. C'est des secondes qui ont été utilisées. Et est-ce que tu as utilisé ces secondes-là pour avoir des pensées plutôt positives, constructives, ou pour avoir des pensées au contraire où tu te plains, où ça va pas, tu ressasses tout ce qui va pas, etc. Bref, donc tu vois, c'est plutôt ça, moi, ma vision de la loi de l'attraction, c'est de se dire que quand tu penses positif, que quand tu utilises ton temps de façon... constructive et positive, ça amène plus de ça dans ta vie et tu utilises ton focus là-dessus, donc là où ton focus va, l'énergie va, l'intention va. C'est drôle que tu me dises ça. Pas plus tard que ce matin, ma femme m'a partagé une story d'un vieux monsieur, j'ai pas son nom, j'ai pas tout retenu, mais qui dit aujourd'hui on peut aussi bien penser négatif, et la plupart des gens pensent de manière plutôt négative, et je m'inclus dedans, ça m'arrive aussi, j'essaye de le combattre, mais au quotidien c'est pas toujours facile, et qui dit mais en fait c'est pas plus difficile de penser positif, et au contraire ça facilite la vie, tu peux avoir beaucoup de haine envers quelqu'un, mais en fait c'est tellement plus simple de passer à autre chose, parce qu'en fait c'est toi que ça ronge, et l'autre il s'en fout, et toi en fait c'est toi que ça bousille entre guillemets d'être dans cette pensée négative. Donc c'est marrant que tu dises ça. et du coup, donc ouais, pour répondre à ta question, donc premier pilier c'est vraiment la santé mentale. Deuxième pilier, je dirais que c'est lié à la santé mentale, mais c'est en fait la connaissance de toi et la motivation, en fait. J'aurais envie de le mettre plus le côté motivation, genre parce que pourquoi vivre jusqu'à 120 ans, en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux passer, tu vois, start with why. C'est ça, exactement. Donc c'est avoir un espèce de driver interne qui te donne envie de faire des choses, de te lever le matin avec enthousiasme, de donner le meilleur de toi, de rebondir même quand c'est difficile, etc. Et ensuite, il y aura, je verrai tout ce qui est plus hygiène de vie, qui va te permettre concrètement de maintenir ton corps en bonne santé. Mais à nouveau, c'est lié aussi au mental. Si tu manges pas des choses, je dirais, si tu manges que de la junk food, il y a des études scientifiques qui prouvent que ça peut impacter ton état psychologique, etc. Et je prends l'exemple de la junk food, mais il y a plein de trucs.
Donc voilà, je pense que c'est la santé. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on regarde la définition de la santé d'après l'OMS, c'est un état global de bien-être physique, psychologique et même social, donc d'inscription dans la société. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir cette dimension-là aussi, parce que plus je me renseigne sur des études sur la longévité, etc., plus tu te rends compte que le lien social, c'est presque le truc le plus important. On l'oublie, mais l'être humain est un animal grégaire, il a besoin des autres pour exister, donc effectivement. Tu cumules pas moins de 6 rôles différents: mannequin, prof de yoga, psychomotricienne, création de contenu, podcasteuse avec Feel Good, où j'ai presque tout écouté. Trop cool. Et formatrice en création digitale. Est-ce que tous ces rôles aujourd'hui sont alignés avec tes valeurs et tes ambitions, et justement dans l'optique des 120 ans, et comment tu parviens à jongler entre ces différentes casquettes sans compromettre ton bien-être, justement, parce que on a tous envie souvent, alors en tout cas pour certaines personnes, de faire plein de choses. C'est clair. Et on en parlait justement, ne serait-ce que sur ce podcast, où très vite on peut s'essouffler, et du coup 6 activités, beau challenge. Alors attends, déjà il y en a qui se croisent, toute la casquette de psychomotricienne, prof de yoga et tout. Du coup, j'ai développé un peu ma propre méthode qui reprend des outils dans tout ça. Donc, j'ai pas genre un cabinet de psychomotricité à côté. Enfin, tu vois, ça se t'as croise. fait une espèce de bundle du truc. Ce serait intéressant d'en parler d'ailleurs. Ouais, carrément. Je t'expliquerai pourquoi après, mais voilà. Donc, du coup, comment t'arrives à caler tout ça avec tes valeurs, tes ambitions et à jongler au quotidien? Alors, c'est drôle parce que récemment, justement, j'ai eu un peu une réflexion là-dessus, où parfois je me disais que certains de ces domaines n'étaient pas alignés les uns avec les autres, que quand j'écoute profondément ce qu'il y a au fond de mon cœur, je voudrais consacrer 100% de mon temps à être que dans le bien-être, que dans l'aide des gens, que dans ce genre de choses-là. Et puis après, quand je suis à fond dans la vie parisienne, dans le mannequinat, t'as d'autres préoccupations qui te viennent en tête, qui me plaisent aussi, et je me disais, mais mince, est-ce que je suis en contradiction avec moi-même, qu'est-ce qui va pas chez moi, c'est ça. Et en fait, récemment, je me suis rendu compte que, au contraire, ça me permettait d'avoir une espèce de complétude dans tout ce qui me plaît, dans ce que j'ai envie d'explorer dans la vie, et que je vais avoir par exemple la possibilité de gagner ma vie avec telle activité, qui va me permettre de faire mon podcast, par exemple, où ça va me demander énormément de temps, où je ne suis pas du tout rémunérée pour ça. Et du coup, heureusement que je gagne ma vie à côté avec d'autres trucs. Enfin, tu vois, et je me suis dit, putain, je te confirme. En fait, mais tout est finalement assez cohérent. Et c'est vachement la façon dont tu regardes les choses qui vont te permettre de te dire est-ce que je suis alignée ou pas. Et dans les moments où tu te sens pas aligné, des fois, il faut dézoomer pour revoir si... attends, peut-être qu'à l'instant... là, tu n'es pas exactement dans ce que tu voudrais faire plus tard, mais c'est ce qui va te permettre d'y aller. Donc en ce moment, je me sens plutôt alignée. C'est cool. Tu commences à relier les points pour reprendre l'analogie de Steve Jobs qui disait vous allez faire plein de trucs et en fait vous allez vous dire que ça n'a aucun rapport les choses les unes avec les autres, et en fait juste prenez du recul, retournez-vous, reliez les points et vous allez voir, en fait ça marche bien. C'est clair, mais c'est tellement juste ça, et on l'oublie trop souvent parce qu'on est la tête dans le guidon. Donc du coup là tu nous parlais, je dévie un peu, mais quoique t'as étudié la psychomotricité, t'intéresses beaucoup du coup au lien corps-esprit. Alors j'ai eu dans ce même podcast des gens sur la sophrologie, sur le design humain aussi, où ça t'explique un petit peu tout ça, et ça peut aller très très loin. J'étais un peu sceptique au départ, et quand la personne te dit moi j'ai découvert que je mangeais froid et qu'en fait c'est normal et que j'ai besoin de ça, et tu dis waouh. Et bon, ok. Est-ce que tu peux du coup m'expliquer un peu ce bundle que tu as fait? C'est un peu drôle parce que mon épouse est danseuse à l'Opéra de Paris. Et à côté de ça, elle donne des cours à des élèves, et elle a la danse classique, c'est un milieu dans lequel les gens corrigent le symptôme et jamais la cause, en fait. Ils regardent, ils disent voilà, tu te tiens pas droit, donc baisse tes épaules, tiens-toi à droite. Donc ils corrigent visuellement ce qu'ils voient, mais ils vont pas forcément dans le truc profond. Intéressant. Et elle a réussi à essayer de craquer le code un peu en disant mais en fait tu te tiens pas bien parce qu'il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, et donc on va corriger la source du problème pour qu'en fait petit à petit tu retrouves une espèce de posture normale, sachant que la danse classique par essence ce sont pas des postures normales. Mais du coup de remodeler ton corps sans te blesser, te faire mal, etc., parce que c'est très vite des choses qui font mal.
Et du coup, comment tu arrives à faire ce lien, prof de yoga, psychomotricité? Déjà, peut-être définir la psychomotricité pour les gens. Oui, carrément, parce que c'est un métier qui est assez méconnu. Alors pourtant, il existe, il y a un diplôme d'état officiel depuis 1974, je crois, donc quand même, ça commence à dater un peu. Ah oui, c'est pas si évident que ça à faire, je crois, hein, comme parcours. C'est très spécifique, en fait. Ouais, tu passes par une prépa, tu passes ensuite des concours, t'as quelques écoles en France, t'en as dans très peu d'autres pays pour le moment. Je crois que t'en as peut-être en Suisse et genre en Belgique, tu vois, et au Portugal, mais pas en Espagne. Enfin, je sais plus exactement. Mais c'est voilà, vraiment c'est pas très localisé, quoi. Ouais, très localisé. Et chaque école en France va avoir un peu ses particularités. D'accord. Donc, t'en as qui vont être dans une tendance très anatomique, d'autres plus psychanalytique, etc. Parce qu'en fait, la psychomotricité, c'est je dirais une pratique et une expertise qui s'intéresse vraiment au lien entre le corps et l'esprit d'une personne et du coup essayer de l'aider à avoir les deux en harmonie et à pouvoir faire en sorte que les deux collaborent. Et c'est ça que je trouve passionnant déjà, parce qu'on a souvent l'impression que les deux sont l'un contre l'autre, un peu genre ton esprit qui voudrait que ton corps soit différent et ton corps qui je sais pas, qui va te donner envie de faire des trucs où ton esprit te dit genre non, ne fais pas ça. Bref, il y aurait 1 milliard d'exemples. Mais donc à la base, la psychomotricité, c'est né pour aider les enfants qui avaient des difficultés dans leur développement. Ouais. Donc c'était vraiment focus plutôt sur le développement de l'enfant, avec cette nouvelle approche de prendre l'enfant dans sa globalité. Et tu parlais des danseuses, d'aller chercher justement pas le symptôme mais la cause. Et ben c'est pareil, c'est de se dire ok, s'il y a un enfant qui a du mal à apprendre à marcher, quelles peuvent être toutes les causes. Et après, nous, en tant que psychomotricien, on a une grille de lecture spécifique. On va pas s'intéresser à tout. Mais je veux dire, tu vas te demander à la fois d'un niveau psychoaffectif, au niveau psychoaffectif, où est-ce qu'il en est? Est-ce que... tu vois, justement, parce qu'il y a... En fait, dans notre façon d'être et de vivre au quotidien, il y a toujours ce mélange du psychoaffectif avec tes capacités neurophysiologiques réelles. Réelles dans le sens plus... palpable, que le psychoaffectif ça reste très impalpable, donc on a du mal à le définir. Ça fait un peu les 4 accords Toltec avec un qui t'explique qu'à force d'entendre certaines choses sur toi, tu finis par les croire et qu'à partir du moment où tu les crois, en fait t'as biaisé le game, quoi. Et du coup tu t'auto-crées des problèmes alors qu'en fait il n'y en a pas forcément au départ, quoi. Ouais, totalement. Et puis en fait quand tu rentres dans la psychologie j'allais dire de la maladie, mais pas forcément de la maladie, justement dans la psychologie peut-être de ton identité, en fait tu vas avoir plein de choses qui peuvent en effet devenir un peu négatives dans ta vie, mais ça va aussi t'aider à te définir, comme tu dis, par exemple si je sais pas, si on t'a toujours dit que t'étais mauvais en sport, tu finis par le croire et ça fait partie de ton identité et tu vas dire ah ouais mais non, moi je suis mauvais en sport donc je peux pas faire ça, et t'en tires des avantages aussi. Enfin, tu vois, il y a toujours ce côté avantage-désavantage et inconsciemment, tu vas faire toujours le point entre les deux. Mais pour terminer rapidement sur la psychomote, en gros, donc à la base, c'était plutôt pour aider au développement de l'enfant. Et à mesure que en Occident, en France, on s'est intéressé à une prise en charge plus holistique des patients, ça a commencé à se développer auprès des personnes âgées, auprès des ados, auprès des adultes, auprès vraiment de tous les âges, finalement, même prénatal, périnatal, etc. Et moi, je m'étais spécialisée en psychiatrie adulte pour les gens qui ont des addictions, parce que j'étais vraiment dans ce questionnement, cette envie d'aider sur la gestion des émotions et la gestion de comment tu vis ta vie au quotidien en étant heureux de te lever chaque matin, en étant bien dans tes baskets, tous ces trucs-là. Tu parles des addictions, ça peut être juste le geste, on pense souvent ça pour les fumeurs, le geste du fumeur qui est en fait un espèce de mécanique, c'est d'arriver à casser ça ou par exemple, et justement ce geste-là, c'est bien la preuve aussi que c'est pas que des systèmes neurologiques qui se sont bien ancrés dans ton cerveau, il y a aussi beaucoup d'affectifs. T'as beaucoup de gens, ils vont te dire que eux ils fument et que à la base c'est surtout parce que sinon ils savent pas quoi faire de leurs mains en soirée, tu vois. Et moi-même j'ai eu une période de ma vie où je fumais, c'était vraiment parce que j'étais au lycée, à 10h t'avais tout le monde qui avait la pause, je sortais avec tout le monde et du coup t'es là, mince, je fais quoi de mes mains, je vais fumer pour être cool, tu vois. Et en fait t'as vachement ce
ce truc social qui rentre en compte dans tout ce qu'on fait tout le temps. Ouais, et puis le lien corps-esprit, il est hyper présent. Moi, je le vois au sport. Si je dis que je vais faire que 8 répétitions, je passe pas la 9e. Ouais. Si je suis parti dans l'idée de dire j'en ferai 8, bah la 9e, elle passe jamais. C'est clair. Alors que si tu dis ouais, j'en ferai 10, je sais pas si je les ferai, mais j'en ferai 10, bah tu t'aperçois que finalement ton cerveau est programmé pour ça, et du coup, paf, t'arrives à le faire. Ouais, alors, pas forcément de manière simple quand même, mais ça casse ce côté blocage psychologique bizarre. Non mais ouais, c'est clair, totalement. Et donc du coup, donc ça, et t'as fait une fusion avec le yoga, ça se passe comment du coup ? Alors pas que avec le yoga, en fait je me suis rendu compte à mesure que je me suis intéressée un peu à l'univers du bien-être, on va dire, qu'il y avait plein de choses qui faisaient partie de ma vie depuis que je suis toute petite, grâce à mon éducation, à mes parents qui étaient déjà ouverts d'esprit sur plein de choses, et donc la psychomotricité, ça a un peu été une façon plus académique de découvrir aussi une voie. Il y avait une espèce de validation du truc. Un peu. Ouais. Et puis aussi, en testant tout ça, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie de le pratiquer de la façon dont je l'avais appris. Je me voyais pas avoir mon cabinet de cette façon, ni travailler en hôpital ou autre. J'avais justement envie de partir plus vers le bien-être, parce que là, on rejoint ce que je te disais au début, c'est qu'il peut y avoir vachement cette définition de ton identité à travers ta maladie. Et enfin bref, de toutes les expériences que j'ai pu avoir, j'étais à chaque fois passionnée, mais je me disais, en fait, je me vois pas continuer là-dedans, dans ce contexte-là. Je vais être malheureuse, en dépression, et je me sens inutile. Alors je voudrais pimper un peu le truc, quoi, du coup. C'est ça. Et c'est aussi une grande réflexion que je me suis faite, c'est qu'en fait, au niveau de l'impact que tu veux avoir, t'as des gens, ils veulent justement être à l'hôpital auprès des gens. T'en as d'autres, ils ont plutôt envie de faire passer des messages dans la tête d'énormément de personnes pour qu'ils puissent avoir des petits déclics. Enfin, tu vois, c'est à toi de trouver aussi quel est un peu le niveau d'impact que tu veux avoir. Est-ce qu'il est dans toucher beaucoup de monde, peut-être en diffusant des messages, ou peut-être faire du one-one en étant vraiment à fond avec la personne. Avec la personne, ouais. Et donc moi, je me cherche encore un peu là-dedans, mais en tout cas... quand j'ai découvert la puissance des réseaux sociaux, d'un podcast, etc., je me suis dit putain, ok, ça me parle de fou, parce que du coup j'ai commencé à partager des conseils que j'aurais rêvé avoir quand justement j'étais tourmentée tout le temps par mes émotions, que j'avais l'impression que j'arrivais pas à gérer ma vie parce que j'étais stressée par des trucs, enfin tu vois, donc voilà. Et excuse-moi, je me souviens plus de ta question. C'était à peu près ça. C'était comment t'arrivais à mélanger avec le yoga, et peut-être du coup, comme ça s'adresse à des gens entre guillemets qui sont pas forcément atteints d'une pathologie quelle qu'elle soit, ça va être un peu monsieur madame tout le monde, je pense. Est-ce que tu as peut-être un petit exercice ou un petit tips que les gens peuvent utiliser au quotidien, tu vois, ne serait-ce que pour se sentir bien? On parlera aussi des morning routines, mais ça fait partie des choses qui peuvent aider les gens, même si on en a tous une sans forcément l'avoir conscientisé. C'est deux choses différentes, mais on a tous les mêmes réflexes le matin, à moins que, mais a priori on fait tous à peu près toujours la même chose le matin. La différence, c'est de le conscientiser. Du coup, ça serait quoi aujourd'hui, donc ce mariage avec le yoga et éventuellement d'autres choses, et un ou deux tips pour les gens qui nous écoutent? Alors, ce mariage avec le yoga, déjà, première chose, c'est que dans la psychomote, en fait, tu vas avoir donc une espèce de grille de lecture. Tu fais ton projet thérapeutique avec la personne, et ensuite, les outils que tu vas utiliser pour aller vers cet objectif thérapeutique avec la personne, eh bien, tu vas pouvoir utiliser du yoga, par exemple. Tu vas pouvoir utiliser aussi de la danse, de l'acrobatie, de la peinture, enfin plein de choses en fait qui vont engager à la fois le corps, mais aussi évidemment la personne, son esprit, sa psychologie, sa personnalité, etc. Et c'est toi, en tant que psychomotricien, le cadre que tu vas poser, le regard que tu vas avoir sur ce qui se passe, toi-même l'interaction que tu vas proposer avec la personne, et la lecture que tu vas pouvoir permettre à la personne d'avoir ensuite. Tu vois, donc tu peux te dire, ok, là je suis avec quelqu'un qui a
Enfin bon, là je te le caricature, hein, c'est toujours du coup faut prendre le client, enfin pas c'est du cas par cas, donc au cas par cas, et se dire ok, de quoi il a besoin, c'est quoi son histoire et tout ça. Mais si imaginons t'as quelqu'un donc qui a plein de problématiques dans sa vie et que en fait en creusant tu te rends compte qu'il y a un gros manque de confiance en soi et de confiance dans les autres, et tu dis ok essayons de faire de l'escalade pour X raisons que tu aurais trouvé pertinentes avec cette personne-là, eh bien, l'escalade, cette personne, elle pourrait aller en faire et qu'il ne se passe rien pour elle. En revanche, si tu le fais dans ce cadre-là, eh ben, ça va pouvoir amener à beaucoup d'autres choses. Tu vas voir, est-ce que la personne, elle s'est faite confiance pour grimper ? Est-ce elle m'a fait confiance pour moi l'assurer derrière ? Ensuite, comment elle a géré le fait de moi m'assurer ? Est-ce qu'elle se fait confiance pour c'est bon, je tiens la corde ? Ou bien non, elle n'est pas capable de dire non, attends, je préfère pas que tu grimpes parce que j'ai pas confiance en moi pour te soutenir. Enfin, tu vois, en fait, c'est de remettre du contexte autour de tout ce qui s'est passé. Effectivement, ce que tu dis, tu peux faire de l'escalade en disant c'est bon, mais t'as tout ce qui tourne autour, le côté dépassement de soi aussi, et encore une fois, on le disait tout à l'heure, de conscientiser, quoi. Exactement, c'est vachement une question de conscientisation. Donc justement, je pense que le meilleur tips que je pourrais donner, et qui pour moi aussi a tout changé et change tout aussi au quotidien, c'est de conscientiser en fait ce qui est en train de se passer pour toi, et du coup au niveau corporel il y a un petit côté revenir dans l'instant présent. On parle souvent de la respiration, ça peut paraître relou, mais en fait c'est vraiment la clé, parce que la respiration c'est, je dirais, le premier système physiologique de ton corps que tu maîtrises à 100% et qui fait le lien entre le conscient et l'inconscient. Justement, c'est genre, ça tu peut t'apaiser ou pas, quoi. Ouais, tu peux conscientiser que tu veux changer ta respiration. En revanche, tu peux pas conscientiser que tu veux changer les battements de ton cœur. Tu vois, genre, si t'es stressé, tu peux pas dire, allez, c'est bon, je descends les battements de mon cœur. C'est genre, non, ça demande beaucoup plus de travail. En revanche, tu peux, même si t'es stressé, te dire, non, ok, là, je décide de respirer plus doucement. Et ensuite, ça va très très vite avoir un vrai impact physiologique sur ton état mental, sur ton état corporel et tout ça. Et donc moi souvent ce dont je me rends compte, c'est que parfois on va être justement le nez dans le guidon dans une situation, tu te sens pas bien et il suffit que tu dises attends, hop, je décolle mon nez un instant, je prends une grande respiration par le nez où je sens, je mets la main sur mon ventre et je sens que ça fait gonfler mon ventre. Hop, je souffle un coup, et là tout de suite, c'est comme si tu revenais en fait à ta réalité de, je dirais, d'être vivant. Ouais, tu casses la boucle. Et t'as plein de trucs un peu qui deviennent d'un coup, enfin pas moins importants, mais c'est comme si tu prenais un pas de recul et que t'étais genre ah putain ok, il est en train de se passer ça, c'est bon, je suis dans mon corps, je suis dans l'instant là, je peux le gérer, et je me sens plus ancrée en fait. Pour moi c'est vachement une question de revenir dans l'ancrage au lieu de partir à fond dans sa tête dans des délires de stress, etc. Ouais, souvent on se fait des montagnes de trucs qui n'ont pas lieu d'être. T'as une très forte présence sur les réseaux sociaux, ça a été probablement un tournant dans ta carrière. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite utiliser aujourd'hui ces plateformes pour promouvoir un mode de vie sain? Donc ce que toi t'arrives à faire aujourd'hui, ça serait quoi le code à craquer? Intéressant. Alors, donc quelqu'un qui aurait envie de se lancer pour parler de bien-être et tout ça, c'est je dirais. En fait, alors il y a un peu, tu sais, souvent le discours qu'on entend, c'est genre mais lance-toi, si tu le fais avec le cœur, ça va marcher et tout. Je pense pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait un peu plus de réflexion derrière, et de se dire en fait quel est déjà vraiment ce que tu as envie de partager. Est-ce que tu veux te positionner, enfin, qui sont les gens que tu as envie d'aider, qu'est-ce que tu as envie de leur partager et qu'est-ce que tu as envie de donner de toi, tu vois. Donc déjà, qui sont les gens que tu as envie d'aider, ça c'est hyper important parce que ça va définir... Savoir à qui tu t'adresses. Ensuite, qu'est-ce que tu as envie de partager? Pareil, c'est genre te dire, promouvoir un mode de vie sain, mais en fait lequel, c'est quoi les valeurs qui sont vraiment importantes pour moi? Qu'est-ce que j'ai testé qui fonctionne ou qu'est-ce que je... Enfin voilà. Et ensuite, qu'est-ce que tu as envie de partager de toi? À nouveau, c'est est-ce que tu veux te positionner un peu comme un expert ou est-ce que tu veux montrer le côté working progress et punaise, moi aussi des fois je galère, mais regardez, j'ai testé ça m'a trop aidé. Ou enfin tu vois, c'est un peu définir, je dirais, ta ligne éditoriale presque. Et une fois que tu as ça qui est défini, et ben, c'est juste se lancer et galérer au début,
mais continuer, comprendre des trucs, observer ce qui fonctionne, pas essayer de réinventer la roue dès le départ, d'abord regarder ce qui marche bien, essayer de comprendre pourquoi, et ensuite essayer de le refaire à ta sauce. Et une fois que tu as compris des trucs qui fonctionnent bien pour toi, que tu as trouvé un peu tes recettes, te dire ok, je peux tester des nouveaux trucs, etc. Et en fait, ce qui est très chouette avec les réseaux sociaux, c'est que tu peux poster tous les jours. Sur certains, tu peux poster plusieurs fois par jour. Donc, tu as tout le temps, tu postes, tu as du feedback immédiat, en fait. Et donc, l'effet action, feedback, et du coup, j'apprends, il est tout le temps hyper nombreux, hyper fourni. Donc, tu peux apprendre très, très vite. Ouais. Et tu penses que tu dis, voilà, il faut définir sa ligne éditoriale, etc. Moi, je sais que c'est quelque chose... Tout début, j'étais à des années-lumière de ça, j'étais en mode vas-y, j'y vais, l'essentiel c'est de se lancer. En soi, ce qui est pas faux aussi, parce qu'après tu l'apprends. Et au fur et à mesure, ensuite. j'apprends, voilà, et progressivement, tu corriges, t'améliores, tu te dis ouais, bon, ça marche pas bien, j'essaie de faire différemment. Ce qui est fatigant, parce que ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande beaucoup d'énergie. T'as le côté frustrant du truc, super, j'ai fait 3 vues. Et tu comprends pas pourquoi, parce que toi, t'es persuadé que ton truc il est cool. Génial, j'ai passé c'est 5 heures. Et en fait, le nombre de vues rémunère pas nécessairement ton temps. Et, j'en parlais tout à l'heure à Steven pour la première fois là sur le dernier épisode. J'ai quelqu'un qui m'a appelé et qui me dit c'est trop bien, je voulais te remercier. Génial. Et là tu fais ça y est, ça devient concret le truc. C'est clair. Et tu dis bon, ça a mis 2 ans avant qu'il y ait quelqu'un qui me dise c'est cool. Bon, c'est cool. Ce qu'il faut savoir, c'est que t'as beaucoup de gens, enfin la majorité silencieuse, c'est un vrai truc. Ouais. Ah oui, non mais c'est clair. Mais c'est vrai que le moment où tu te dis t'as quelqu'un qui te dit c'était cool, ça devient vraiment concret. C'est clair. Je suis rentré, j'étais tout content, j'ai dit putain, ça a éclairé ma journée. Tu sais, t'as pas forcément passé. En plus ces derniers temps il faisait pas beau. J'ai dit journée grise et tout, triste à mourir. J'étais dans les bouchons et là je reçois ce coup de téléphone de quelqu'un que je me rappelais même pas qui c'était. Elle dit Sébastien, on s'était vu il y a super longtemps et je voulais te remercier, c'est trop bien. Trop cool. Voilà, et puis là c'est quelque chose qui va faire des petits, c'est sur le retour en entreprise après des longs arrêts, que ce soit pour maladie physique ou mentale, type burn-out, ce genre de choses. Parce que autant la partie physique, tout le monde arrive à bien la conscientiser, autant tout ce qui va être plus burn-out, etc., c'est plus compliqué avec un accompagnement de la personne et des managers. Ce que je trouve hyper bien, parce que pour l'avoir vécu moi en tant que manager, c'est pas forcément simple. J'imagine. Donc super cool. Ok, bien noté. Sur tout ce que j'ai pu écouter de ce que tu as pu faire, tu mets souvent en avant l'importance de planifier justement et le passage à l'action. Et tu le disais juste à l'instant, d'avoir ce côté ligne édito, etc. Comment tu l'appliques toi au quotidien sur ton podcast, sur ton job au quotidien, peut-être même le mannequinage. Je sais pas si c'est des choses où ça se prête à ça, mais j'imagine qu'avec 6 activités, même si elles sont bundlisées, etc., t'es obligé d'avoir un espèce de méga planning. Moi j'ai tendance à dire que ce qui est pas dans mon agenda n'existe pas. C'est clair. Et ça se matérialise bien parce que mon cerveau a externalisé le truc. Donc si c'est pas dans l'agenda, ça existe vraiment pas. Du coup, comment tu t'organises comme ça au quotidien avec toutes ces activités différentes? Alors, ce que j'essaie de plus en plus de mettre en place, sachant que je me considère pas encore au top de mon organisation, je sens que j'ai des progrès à faire là-dessus encore. Mais en gros, comme tu le dis, c'est vachement la gestion de ton temps, de ton agenda. Bloquer du temps pour les trucs qui sont importants, ça change tellement tout. Et en fait, comprendre aussi comment il y a 2 trucs, c'est à la fois comprendre comment tu fonctionnes en termes de productivité et aussi savoir se forcer quand c'est nécessaire et se mettre un cadre quand c'est nécessaire. Et du coup, c'est, je dirais, te mettre le cadre, du coup, d'avoir ton agenda qui est avec du temps qui est bloqué, etc. Et ce fameux temps bloqué, lui, l'organiser en fonction de ton énergie personnelle. Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est me dire que toutes mes matinées, c'est du temps
où je travaille sur mes trucs qui sont importants. Et les après-midi, c'est là où je vais répondre aux mails, prendre des calls, aller faire des castings, aller faire des trucs comme ça. Mais sachant que j'ai beaucoup galéré sur la gestion du temps. Et c'est pour ça que c'est pas pour ça, mais je veux dire, je me considère encore en work in progress parce que j'ai pas trouvé le flow parfait. Parce qu'en fait, dans le mannequinat, j'ai appris à complètement déconstruire mon emploi du temps parce qu'il faut que tu sois au taquet tel jour, tout le telle temps. heure, C'est machin. ça. Genre, mais t'as un casting là en fait dans 10 minutes, trop bien, vas-y, fonce-y. Genre, ok, vas-y, je laisse tout tomber et je cours là-bas. Ouais, c'est tout de suite maintenant. Ouais. Et ça, je me suis rendu compte avec les années que du coup, c'était un réflexe que j'avais pris, genre de faire passer ça un peu en priorité et que tout ce qui était dans mon agenda, c'était genre. Un peu en option finalement, enfin tu sais que tout était tout le temps en option et du coup de tout jamais bloquer en TBC et en gros en fonction de et du coup tu te déplaces tes timelines quoi. Et c'est une mauvaise habitude que j'ai prise et que du coup là depuis quelques années que justement j'ai envie d'accomplir des trucs concrets et tout ça que j'ai appris à déconstruire et que j'ai appris à quelle était la bonne façon de gérer son temps, mais et ce qui est drôle aussi c'est que je me rends compte de plus en plus avec l'entrepreneuriat et en côtoyant des entrepreneurs et tout, que t'as souvent un discours qu'on entend qui est genre putain, je veux devenir entrepreneur pour pouvoir être totalement libre de mon temps et t'as mythe, souvent déjà c'est un mythe, mais surtout ce que je trouve encore plus drôle, enfin qui m'amuse, c'est que t'as souvent des gens qui vont un peu fustiger l'école, dire que le système scolaire c'était vraiment nul, tout ça, et en fait quand on observe bien toutes les règles d'organisation qui sont à la mode, même quand on voit des tendances d'organisation de productivité débarquer sur Instagram, t'as des fois c'est genre pendant 6 mois tout le monde est à fond sur la méthode Pomodoro, après ça passe à une autre règle qui sort d'un autre bouquin et tout ça, mais en fait toutes ces règles là on retrouve vachement de choses qui sont liées au système scolaire, tu vois, et on te dit par exemple j'avais adoré le livre The One Thing et une des choses qu'il recommande là-dedans c'est ok, première chose que tu fais c'est que tu bookes tes vacances pour ensuite organiser ton temps de travail. Mais il faut que la première chose que tu fais, c'est vraiment tu bloques ton temps de vacances. Comme ça, tu sais au moins jusqu'à quand, pourquoi tu travailles, etc. Je me disais, putain, mais on fait la même chose quand on va à l'école. C'est le premier jour de rentrée. C'est genre, c'est quand les vacances ? C'est quand les vacances ? Ok, c'est de temps à temps. Ok. Ensuite, donc tu te bloques des sessions de travail sur lesquelles tu bosses sur un sujet qui est défini à l'avance et tu sais comment Enfin, tu sais, je me suis dit, mais putain, bientôt sur Instagram, on va avoir une trend qui est de se mettre une cloche. C'est toutes les heures. Franchement, ça m'étonnerait pas. Parce que, enfin... T'en as qui font déjà ça, effectivement, avec la méthode Pomodoro. Toutes les 40 minutes, boum, ça sonne, va faire ta pause. C'est ça. C'est la récré, c'est bon, tu peux revenir bosser. C'est clair. Mais au final, ça fonctionne, quoi. C'est à chacun de trouver les trucs qui fonctionnent pour soi. Mais ouais, c'est hyper important d'avoir un système de gestion du temps qui soit efficace et de ensuite avoir la discipline mentale de s'y tenir. Je pense que la discipline c'est la clé. Et effectivement moi c'est vraiment un truc sur mon agenda où la réunion elle est censée commencer à l'heure, elle commence à l'heure, elle termine à l'heure. Je supporte pas le truc qui termine en retard ou ça te met en retard pour toute ta journée et tu passes ton temps à courir après le temps. C'est clair. Et c'est le seul truc où moi je dis à toute mon équipe mais c'est interdit de jouer avec mon agenda quoi. Faites ce que vous voulez mais ça c'est la ligne rouge quoi. Parce que c'est le temps, c'est le seul truc qu'on peut pas te rembourser quoi, donc c'est hyper important. Et même je peux avoir des rendez-vous avec des gens s'ils arrivent 10 minutes en retard, moi je suis parti, je fais autre chose quoi. Y a un moment c'est bon, enfin tu peux pas jouer avec le temps des gens, c'est trop important. Tu disais donc les choses importantes le matin et tu penses qu'il y a tu crois au truc, on est plutôt du matin plutôt du soir ou il y a des gens qui disent c'est de la mythologie, ça n'existe pas, et d'autres qui pensent que ils sont vachement plus efficaces le matin, c'est plus un truc de feeling tu penses ou dur à dire parce que c'est vrai que quand tu creuses un peu, c'est le fameux chronotype, quand tu creuses un peu tu trouves des études, après à quel point c'est psychologique, tu vois, je sais pas, mais je me dis justement tu parlais du human design tout à l'heure, il y a de plus en plus d'outils pour apprendre à bien se connaître que je trouve des fois hyper intéressant. J'ai testé récemment, quelqu'un m'a fait mon thème numérologique, c'était trop cool, mais en fait j'y vois vachement un effet placebo aussi dans ces choses-là, et j'adore l'effet placebo, je trouve ça génial que l'être humain
puisse justement parce qu'il a des croyances psychologiques, ça va changer des choses palpables et réelles dans son comportement, dans son corps, etc. Mais du coup, je me dis, en fait, c'est à chacun de trouver justement ce qui fonctionne pour lui, que ce soit des croyances ou que ça soit appuyé sur la science, à quel point la science est des croyances parfois. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, moi j'ai fait plein de trucs de ce style-là, des méthodes différentes, la méthode DISC, la méthode... Enfin, il y en a plein. Bon, après, il y a quand même des trends qui reviennent régulièrement, donc je me dis, il y a quand même un truc. Et à un moment donné, j'ai dit, arrête de te battre contre ta nature, t'es comme ça, et vis avec, au contraire. Et ça a ses défauts et ses qualités, mais faut juste les accepter. Mais ouais, tu peux avoir un espèce de conditionnement de dire, ce qu'on disait tout à l'heure, si tu finis par valider le fait avec toi-même que c'est ça, genre, non, je suis pas du matin, et que du coup jamais j'arrive à me réveiller le matin. Genre dommage de t'auto-programmer là-dessus, quoi. Après, je pense que c'est vraiment une question de discipline, c'est même pas une question de motivation, parce que je pense que la motivation, tu peux pas la garder non-stop. Non, tu peux avoir 3 jours de motivation, et j'entendais un podcast l'autre jour qui disait ouais, tu peux dire je vais aller à la salle de sport, t'as vu Rocky la veille, t'es gonflé à bloc le lendemain en mode c'est bon, mais si 3 jours plus tard il n'y a pas Rocky, c'est mort. Et alors que la discipline, au contraire, elle, si tu t'accroches à ça, à la fin ça devient une habitude et ça devient vachement plus facile. Le sport, c'est un super exemple. Moi je laisse jamais 2 jours sans sport, quoi. Parce que je sais que si je casse ce truc, un jour c'est ok, 2 jours tu te dis et 3e jour ça va être vachement plus dur d'y retourner. C'est clair. Alors que si tu laisses pas trop si tu te laisses pas trop le choix, finalement tu casses ce truc, quoi. 100% d'accord. Et il y a 2 trucs sur lesquels je voudrais rebondir. Déjà là, c'est cette idée de se laisser le choix. En effet, je pense que ça change tout. C'est genre soit tu te laisses le choix et du coup souvent tu vas être l'option de facilité, soit tu te laisses même pas le choix. On parlait tout à l'heure de un peu la maîtrise de tes pensées. Tu peux te dire, à partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus jamais de pensée où je me laisse le choix de ça, pas surtout, tu vois, mais sur certains trucs, parce que tu te dis non, mais en fait je sais que genre si je me laisse le choix un fragment de seconde, ça va être non, rester sur mon canapé plutôt que d'aller courir, et je m'autorise plus à avoir ce fragment de seconde d'hésitation. Et ça demande ça se fait pas du jour au lendemain, mais à terme ça peut se faire. C'est la bonne motivation. Je pense qu'il faut s'autoriser le Enfin, c'est ok de rater. Oui, non, mais bien sûr, là, je dis ça peut paraître... c'est ok de rater parce que je pense que ça fait partie du truc. Et il faut être un peu indulgent, je pense, avec soi-même. Bien sûr. Mais de se dire, ok, j'essaie d'avoir cette discipline, je pense que c'est hyper important. Et en fait, on en revient à la conscience de soi, parce que je pense que t'as des fois où tu sais que... Enfin, c'était justement, j'en avais parlé dans un podcast où c'était un peu l'idée de pourquoi est-ce que tu veux te mettre au sport, par exemple. C'est quoi le why, quoi. C'est quoi le why? Et du coup, si c'est pour te faire du bien et que t'es vraiment au fond du trou, tu te sens pas bien et ça te fait souffrir d'aller faire cette séance de sport, si t'y vas quand même et que tu te forces, là tu t'éloignes du pourquoi originel. Enfin, tu vois, c'est toujours c'est être contre-productif, en adéquation avec ton objectif et pas se voiler la face et pas non plus devenir une espèce de robot rigide, genre non. Mais juste un autre truc aussi, c'était... après, sans du coup forcément penser chronotype ou autre, quelque chose qui là est vraiment très palpable, mais auquel on s'intéresse pas encore assez, c'est plus tout ce qui est hormonal. Et en tant que femme, évidemment, tu le vis de ouf, mais même en tant que... Enfin, pour les hommes, j'en ai parlé avec de plus en plus d'hommes qui me disaient « Putain, mais moi aussi, j'ai des fluctuations, en fait, au cours d'un mois, et il faudrait que je fasse des recherches un peu plus approfondies là-dessus. » Mais moi, je le sens tellement. Tu vas avoir des périodes du mois où j'ai tellement d'énergie, c'est trop cool, j'ai envie de faire un milliard de trucs. D'autres périodes du mois où cette énergie-là de j'ai envie de tout défoncer et d'être à fond dans l'action, elle est passée et je suis dans un autre mode d'énergie, et c'est hyper important de savoir un peu reconnaître ces phases, les accepter, et du coup organiser ton temps et ta vie en fonction de la façon la plus smart, justement. Si tu te dis, je te caricature le truc, mais en gros on pourrait dire que une femme dans
Bon, du coup, pas la période où elle va avoir ses règles, mais juste après, c'est là où tu vas avoir une montée de son énergie jusqu'au moment de l'ovulation, et c'est là où elle a envie d'être sociable, de faire des projets, d'avoir des objectifs, de passer 2 fois l'action, de faire à fond du sport, etc. Ensuite, la période d'ovulation, là, c'est complètement une autre état d'esprit. Autre état d'esprit. Ouais. À nouveau, beaucoup plus dans le social, justement. Enfin, dans le social, dans l'interaction, c'est là où tu vas avoir envie de rencontrer des gens, tu vas pouvoir avoir la tchatch de fou et tout ça. Ensuite, période des règles, plus du tout. T'as pas envie de faire du sport, t'as pas envie d'être en relation avec les gens, t'es plutôt... Foutez-moi la paix. Voilà. Mais du coup, c'est se dire, ok, dans cette phase-là, qu'est-ce qui est intéressant dans ma vie aussi? C'est plus une phase d'introspection, de réflexion. Du coup, tu vas moins faire plein de choses, mais tu vas plus réfléchir à tout ce qui a été fait juste avant et tout ce que tu pourrais peut-être faire après, mais pas forcément le faire maintenant. Enfin, tu vois. Et en fait, c'est comprendre comment tu fonctionnes et en fonction de ton énergie personnelle, là, c'est quoi, qu'est-ce qui est le plus adapté? Qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce qui sera, avec mon état du moment, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais, et je trouve qu'en le sport, pour le coup, c'est un très très bon indicateur. Alors effectivement, je te rejoins sur le côté, il doit y avoir un truc pour les mecs aussi, parce qu'il y a des moments où je suis au taquet et tout, trop bien, machin, et puis des moments où t'es là en mode attends, je sais que ça va être dur, j'y vais quand même, et je me dis tant pis, je fais une petite séance, mais c'est ok. J'y suis allé, c'est cool, mais ouais, c'est pas le jour où je vais battre des records, quoi. Ouais. Et j'ai pas fait le lien encore s'il y a des périodes du mois ou des trucs comme ça, ou si c'est juste un état d'esprit du moment, sûrement aussi, parce que t'as plein d'événements externes aussi qui jouent et qui peuvent influer sur tes émotions, ce qui me fait une très bonne transition, puisque la gestion des émotions est un sujet crucial et important dans ton discours au sens large. Tu parlais de la respiration tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres techniques ou pratiques que tu recommanderais, en particulier dans le contexte un petit peu anxiogène actuel, que ce soit inflation, géopolitique, etc. Enfin, dès que tu allumes les infos, c'est clair. Tu pars vite en dépression. Donc, premier tips, ne regardez pas trop les infos. Ouais, du coup, comment toi tu les gères au quotidien, et quel petit tips ou même livre ou référence tu donnerais aux gens? Alors, je pense que c'est en lien avec la gestion des émotions. Quelque chose qui, moi, m'a énormément aidé au cours des dernières années, c'est de réussir à sortir de l'émotion de surface pour aller comprendre l'émotion qui se cache vraiment plus en profondeur, qui va faire que l'émotion de surface est ressortie. Et des fois, tu vas te dire « Ah putain, je me suis vachement énervée pour une connerie, en fait. Qu'est-ce qui m'a pris ? J'ai gueulé sur tout le monde, etc. » Et limite, tu t'en veux de ça. Et en fait, tu vas pas chercher plus loin de pourquoi t'es sorti de tes gonds, qu'est-ce qui a fait que t'as vraiment ressenti quelque chose de fort en toi. Et je prends l'exemple là de la colère, mais ça vaut pour toutes les émotions. C'est toujours se demander, waouh, pourquoi là je me sens pas bien, ou pourquoi là je me sens... en général, c'est pas bien quand on va super bien, on va pas se dire alors attends, je vais aller creuser pourquoi je me sens super bien. Mais quoi que ça pourrait être intéressant aussi. Mais du coup, d'éviter de rester dans l'émotion de surface et toujours se demander qu'est-ce qu'il y a au fond, parce que parfois on va auto-invalider ses propres émotions, se dire ah punaise, il y a toujours un truc qui va pas avec moi, je suis tout le temps pas bien, ou je comprends pas ce que j'ai, etc. Et en fait, c'est du coup se rendre compte que il y a sans doute quelque chose dans toi de profond que tu as besoin de nourrir, parce que chaque émotion, à la base d'une émotion, c'est quasiment comme un sens... en fait, l'émotion, genre physiologiquement, ça permet d'avoir une réaction de survie encore plus rapide que purement sensorielle, genre le toucher, etc. C'est vraiment notre cerveau qui a enregistré dans tel type de situation. Il faut réagir de cette manière-là. Je te déclenche ça pour que tu survives. Et du coup, c'est hyper intéressant de se dire que chaque émotion, il y a vraiment un besoin qui est derrière, et qu'il n'y a aucune émotion qui n'est pas légitime ou autre. C'est vraiment chaque émotion a sa place à partir du moment où tu la ressens. Mais c'est de se rendre compte à quel point
c'est une réaction peut-être très aiguë pour en fait quelque chose de pas très grave. Genre mon corps il m'a envoyé un signal d'alarme énorme, mais en fait ça va, tranquille, je suis pas tant que ça en danger. Ou bien punaise, j'ai ultra réagi dans une situation qui me paraît pas si dingue quand je la rationalise, mais c'est punaise, si je vais creuser, c'est parce qu'en fait j'ai accumulé ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, et que là on est à la goutte d'eau et que j'aurais dû être à l'écoute de moi dès le départ pour éviter d'avoir mon vase qui se remplit et que peut-être ça abîme des relations, ça abîme ta santé mentale, ça... Enfin voilà, tu vois. Il y a une roue des émotions qui existe. J'ai plus le nom du chercheur qui l'a fait. Je te le retrouverai, je te le donnerai. Où en fait chaque émotion en fait est le fruit de deux sous-émotions. Et notamment, par exemple, la colère, ça va être t'es hyper engagé dans un truc et en même temps t'es frustré. Et du coup, naît la colère parce que t'as l'impression de pas être compris, parce que tu t'es tellement engagé dans le truc et les gens en face comprennent pas, que du coup, ça te met dans une espèce de colère. Et en fait, c'est le mariage de ces deux sous-émotions qui crée une troisième, qui elle est en fait l'émotion de surface et en management notamment, c'est un truc hyper intéressant à comprendre, parce que si tu vois quelqu'un qui est pas motivé, qui est pas engagé, etc., en fait, faut essayer de comprendre le en dessous. Pourquoi vraiment il y a un truc qui va pas, ou au contraire qui va bien. Et tu le disais, on se pose jamais la question de pourquoi ça va bien, mais en général, quand tu comprends pourquoi ça va bien, déjà t'évites de faire que ça va pas. Et en fait, même les émotions positives, elles sont le fruit de justement de ces mêmes sous-émotions. Et cette roue, elle est assez sympa à étudier. Carrément, elle me parle, je crois que je l'ai... C'est une espèce de rosace. Je l'ai vu aussi passer, C'est une espèce de rosace. Et tu demandais du coup des lectures, et en fait, je me suis rendu compte que personnellement, très souvent, les émotions fondamentales qui me faisaient vraiment beaucoup d'effet, c'est quand j'en revenais aux fameuses blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc, référence du livre, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Vraiment, j'adore ce livre parce que parce qu'il a été hyper pertinent dans ma vie. Après, je sais que t'as des gens, ils aiment pas trop la forme, ils aiment pas trop le fond qui est très empirique plus que scientifique, mais moi il m'a tellement parlé que je suis obligée de le recommander. Et donc, à partir du moment où tu mets le doigt déjà sur tes blessures et que même tu as cette grille de lecture-là, pour toi et pour les autres, la gestion des émotions et la compréhension des émotions, ça devient, je dirais, beaucoup plus simple. Et c'est vraiment, on en revient à la conscientisation, etc. Mais du coup, c'est à partir du moment où tu commences à en prendre conscience, tu peux rentrer dans un processus de guérison et de pardon et tout ça, qui est essentiel. Et dernière chose, je pense, pour la gestion des émotions, c'est en fait, je dirais... comme tu l'as dit, là, on est dans un contexte assez anxiogène, donc j'espère que ça ne sera pas mal interprété que je dise ça. Mais en fait, l'humour est dédramatisé, tu vois, et savoir des fois se prendre moins au sérieux, prendre les choses avec plus de légèreté. Et se dire... Enfin bon, en effet, t'as des... Je pense pas qu'on... Des grands philosophes diraient on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. Je pense que ça c'est plus que jamais vrai en ce moment. Mais faut dédramatiser un peu les choses, mais dans tout. Je pense que même dans le milieu professionnel, quand je vois certains qui se retournent le cerveau et l'estomac pour des trucs, mais attends, c'est ok, il y a pas un mec sur la table avec le cœur ouvert là. Tout va bien. Si c'est fait demain, c'est fait demain. Oui, il y a évidemment des urgences, des trucs, il faut être réactif, mais faut relativiser aussi, quoi. C'est clair. Et on a, je pense, de plus en plus de mal en entreprise à relativiser pour plein de raisons, parce qu'il y a de moins en moins de gens pour faire à minima la même chose qu'avant, voire plus. Qu'on est dans un monde où ça va très 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 vite. Je me rappelle quand j'ai commencé à bosser, j'ai l'impression d'être un dinosaure là. Mais t'avais moins de mails, t'avais pas les réseaux sociaux, t'avais pas tout ça. Maintenant, t'es joignable en permanence. C'est impressionnant. Tu me fais penser à un autre tips pour les émotions.
justement, je me suis rendu compte qu'en fait, avec cette surstimulation sensorielle, comme on le disait, les émotions, c'est très proche donc vraiment des sens, le toucher, l'odorat, l'ouïe, etc. Que parfois, je me retrouvais genre en saturation émotionnelle parce qu'en fait, juste, j'avais eu trop de stimulation sensorielle tout au cours de la journée. Et du coup, c'est genre, non, là, il n'y a plus la moindre information qui peut rentrer dans mon cerveau. Ne me parle pas, ne me touche pas, je ne veux pas voir de lumière trop vive. Trop violente. Et pas de son trop fort. Enfin, et du coup, c'est aussi apprendre je pense, à se protéger à ce niveau-là, parce que les émotions, c'est vraiment très lié au corps. Et donc, si toute la journée, tu te prends sensoriellement énormément d'infos, c'est normal d'être à fleur de peau à la fin de la journée. Désactiver les notifications. Désactiver les notifications de ouf. Et pas hésiter dans la journée à se faire des espèces de break. Ouais, de break, même 40 secondes, mais où tu mets tous tes sens en repos. Tu peux te mettre les mains autour des oreilles, fermer les yeux 3 secondes, respirer tranquillement et faire une espèce de reset sensoriel, tu vois, qui peut faire beaucoup de bien. Petite pause, quoi. Parlons morning routine. Je m'étais inscrit à ta newsletter où tu partageais ta morning routine. Elle va reprendre, trop bien. Ouais. Moi j'avais lu Miracle Morning, qui est un petit peu extrême, mais ça donne au moins des clés. Donc j'ai arrêté le Miracle Morning. Au début j'ai fait vas-y, je me lève à 5h du mat et tout. Moi on va se calmer. J'ai besoin de dormir aussi un peu, donc on va se détendre. Mais je l'ai remplacé par des espèces de trucs un peu des jalons dans ma matinée que j'ai conscientisé, déjà de pas ouvrir Instagram dès que je saute du lit, mais plutôt déjà ne serait-ce que boire un verre d'eau, tu vois, je me réveille et de lire un petit peu, de faire des petites choses un peu différentes le matin, le temps de faire la mise en route avant d'être assailli justement par tout ce qu'on disait, toutes les demandes extérieures. Moi je sais que si j'ai pas ce moment calme de au moins 1 heure le matin, si on veut me mettre de mauvais poils, c'est le meilleur truc. J'ai besoin de ma petite heure tranquille où j'ai personne et où je fais que des trucs pour moi. Tu te réveilles avec le monde, en fait. C'est ça, c'est le temps que tout se mette en route et dans l'ordre que j'ai choisi. Toi, ta morning routine idéale, c'est quoi? Alors, ma morning routine idéale... Si elle existe. Hein. Elle varie, comme je te disais tout à l'heure, en fonction un peu de mon énergie, mais morning routine idéale, c'est je me réveille en me sentant bien reposée. Parce que pareil, punaise, c'est juste horrible de se réveiller quand fatigué. Fatigué. Mais donc tôt, en me sentant bien reposée, parce que j'adore cette impression de prendre de l'avance sur le reste de la journée, du monde et tout ça. Ensuite, c'est... pareil, réveiller mon corps tranquille avec peut-être un verre d'eau, pourquoi pas un verre d'eau avec du citron, très comme ça. Puis aller courir, puis faire un peu de sport, terminer par un peu de yoga. Enfin, tu vois, une espèce de micmac comme ça où je réveille par du cardio, après plus un peu muscu, mais j'ai mes propres petits exercices que je vais bientôt partager d'ailleurs sur les réseaux, parce que je les montre très peu, mais en fait j'ai une routine de ouf niveau un peu fitness de maison, et ensuite terminer par du yoga et après un petit déj sympa et puis commencer à brancher mon cerveau sur justement qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, tout ça. Et tu le fais le matin, ça, pas la veille? Il y a beaucoup de gens qui disent je prépare ma journée du lendemain la veille en me couchant. Je pense que je vais commencer à faire ça parce que en effet je l'ai vu et je me dis que oui, c'est du coup une espèce de charge mentale en moins où tu te lèves et tu te poses pas la question, mais non, pour le moment je le fais le matin. Mais sachant que la veille t'as déjà des trucs qui sont prévus, enfin c'est pas genre je me réveille et c'est une page blanche, mais tu décides pas de ta journée comme ça d'un coup. Mais en fait je me rends compte aussi que l'environnement dans lequel tu es a tellement d'impact sur ton hygiène de vie et sur tes habitudes, parce que quand t'es à Paris, je trouve que c'est pas simple en fait d'avoir une hygiène de vie qui soit hyper saine, alignée, tranquille, où tu t'écoutes. Un petit peu des vides dingues à Paris. Un petit peu. c'est pas le même rythme partout. Et on le voit, moi c'est flagrant quand tu pars en vacances et que tu reviens en région parisienne. En général, moi je fuis les Parisiens, c'est-à-dire que en hiver ils vont à la montagne, moi soit je bouge pas, soit je vais à la mer, et inversement, je vais à la montagne l'été et pas à la mer, justement pour pas les voir, parce qu'ils sont
ils sont fous. Et quand tu reviens à Paris et que tu vois tout le monde courir partout, t'es là genre waouh. Bah ouais, c'est intense. Ça m'a fait le plus gros choc que j'ai eu, je crois, c'est au Kenya, où j'ai passé je sais plus, une dizaine de jours avec mes parents, et ça date d'il y a longtemps, donc c'est te dire à quel point le souvenir est ancré. Où là-bas c'est Hakuna Matata, quoi. C'est vraiment super calme. Tu montes dans l'avion, donc tous les gens qui sont dans l'avion, ils étaient au Kenya, donc ils ont vécu le même truc que toi. Ils arrivent à Paris, bonjour, welcome to Paris, et là bam, les mecs ils sont au taquet, t'es genre waouh. Mais quel truc les a piqués. Et d'un seul coup ils sont au surtaquet en mode c'est parti, quoi. Tu te dis waouh, ça fait 15 jours qu'ils sont au Kenya, les mecs, ça a pas suffi, ils sont repartis, quoi. C'est clair. Impressionnant. Mais c'est pour ça que tu vois, au début de cet épisode, on parlait de l'alignement, et je pense que ton environnement joue aussi. Il peut te. Enfin, c'est hyper important de trouver un endroit où tu te sens bien, et se dire aussi qu'il y a des phases de vie. Tu vois, pour le moment, je suis encore à Paris, mais je pense pas que j'y vivrai toute ma vie, parce que les ambitions que j'ai quand je suis à Paris ne sont pas les mêmes que, justement, tu parlais du Kenya, j'ai organisé 2 retraites là-bas en 2023, et justement à chaque fois que j'y allais et que je revenais, j'étais genre mais c'est quoi cette what the fuck ma vie à Paris, mais ça n'a aucun sens, aucun intérêt, et c'est pas ça la vraie vie, tu vois. Non. Mais après évidemment quand t'es dans le Masai Mara et que tu vois des lions se lever le matin, tu te dis genre c'est ça la vie, c'est ça la vraie vie. Ok, ensuite t'es dans le métro, t'es genre bon c'est pas tout à fait la même, effectivement. Mais non, mais tout ça pour dire que du coup mais je pense fondamentalement que ta morning routine, c'est vraiment trouver, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est en revenir au why, donc trouver qu'est-ce que tu veux obtenir de ta morning routine. Est-ce que tu es dans une période où tu veux te booster de ouf? Est-ce que tu es dans une période où tu veux te faire du bien? Enfin voilà. Et ensuite, choisir 2-3 activités maximum, peut-être même qu'une, où tu prends juste un temps pour toi, et où, comme tu le disais, tu te réveilles en étant toi, sans avoir tes tout doux, sans avoir les étiquettes qu'on te colle, sans avoir tout ça. T'es juste toi, face au monde, face à la nature, face au soleil qui se réveille aussi, face à une nouvelle journée. Se réveiller en étant voilà, avec un potentiel d'une nouvelle journée, et on parlait de dédramatiser tout à l'heure, c'est ça aussi en fait, c'est être moins dans tes préoccupations, dans tes to-do, dans tes peurs, dans la projection du futur, du passé, de la machin, mais genre non, là juste je me réveille comme un lion qui se réveille dans la savane, et waouh, bonjour le monde, et après ok, vas-y pour courir dans ta vie, partout, mais... Ok, on arrive vers la fin. Tes projets pour cette année 2024, alors déjà bien entamés. On se réveille tous le 1er janvier avec plein de bonnes intentions, ou pas. Moi j'ai arrêté. Je me dis que ça sert à rien d'attendre le 1er janvier pour avoir des bonnes résolutions, et il n'y a de bonnes résolutions que celles qui perdurent. Donc je suis plus gentil avec moi-même. Je me dis voilà, une habitude à la fois, et puis on verra après. Du coup tes projets pour cette nouvelle année, ça serait quoi? Alors, il y en a pas mal. Niveau S'ils sont pro, pas secrets. non, pas secret. Niveau pro, eh bien, comme on se le disait tout à l'heure, je veux en fait un peu terminer, enfin entre guillemets terminer, mais de fine-tuner ma maîtrise de mon temps. Et donc, avec ça, va avoir ma newsletter qui roule, parce que comme tu l'as dit, tu t'y es abonné après. Il y en a peut-être quelques-unes qui sont sorties, et puis bon. Mais tu vas avoir en fait mon écosystème de bien-être qui roule bien. En fait, avoir un peu tous mes écosystèmes là en ce moment, les faire tourner encore mieux. Donc que le mannequinat, ça roule bien, que ça me demande très peu d'efforts. J'ai réussi à très bien m'entourer, alors que c'était quelque chose qui pouvait m'amener énormément de stress dans ma vie à une période. C'était, je pense, le truc qui me stressait le plus dans ma vie. Je pouvais vraiment
d'une part me détester par rapport à ça, plus être hyper stressée par des choses à gérer, par des conversations à avoir, enfin bref, plein de trucs. Et là, j'arrive à faire tourner ça de façon super, de plus en plus cool et à en retirer que du positif, donc c'est génial. T'es entourée pour ça ou oui, je suis en agence et j'ai même trouvé un agent mère qui filtre et qui me permet qui rend moins d'avoir smooth, une seule personne avec laquelle échanger et pas plein de gens. Et puis même de pas avoir tout ce qui me prenait beaucoup d'énergie, de pas avoir à le gérer. Après, au niveau création de contenu, je voudrais aussi y aller beaucoup plus fort et partager beaucoup plus de pertinence et de valeur. Et pareil, je suis en train de mettre en place l'écosystème qui va me permettre de faire ça. Écosystème bien-être, comme je te le disais, avoir donc la newsletter qui tourne, le podcast qui tourne bien. Et voilà, que tout ça se renvoie la balle, continuer à faire mes petits, arrêtez de les appeler petits, continuer à faire mes événements de bien-être et qu'ils prennent de plus en plus d'ampleur. Et ensuite, niveau pro, il y a aussi tout un autre projet avec Steven, qui est mon chéri, je contextualise, même si tu vas l'interviewer. Je sais qu'il va passer dans le podcast aussi. Mais voilà, on a des projets sur cela, je ne dis pas encore trop, mais on est en train de mettre en place des projets ensemble qui seront l'aboutissement de tellement de choses, donc ça va être trop cool aussi. Et pareil, avec lui, on a un gros sujet aussi sur ses réseaux sociaux, de les relancer, parce que ça fait des années qu'il a arrêté, de poster, et donc l'aider à refaire partir ça à fond. Et en fait, tous mes trucs font des ponts les uns entre les autres. Ouais, tu commences à relier vraiment les points. Ouais, les points se relient à fond. Donc pareil, mes formations que je donne sur les réseaux sociaux, continuer. Je commence à avoir de plus en plus de demandes, donc c'est trop cool. J'adore transmettre là-dessus parce que c'est à la fois, tu parles à la fois business et tu parles à la fois du fond du cœur des gens, parce que comme on se le disait tout à l'heure, tu dois d'abord définir ta ligne éditoriale et donc ça parle de toi, de ce que tu veux faire, etc. Et ensuite, niveau perso, alors j'en ai un peu parlé sur mes réseaux d'ailleurs, mais j'ai un projet de road trip que j'aimerais bien faire aboutir. T'as passé le permis dans un temps record. Et je l'ai pas encore. Ouais, t'as fait les leçons de conduite déjà dans un temps record. C'est ça. Et non, il m'en reste encore quelques-unes, mais ça avance bien. Donc déjà, j'adore apprendre des nouvelles skills. Donc là, apprendre à conduire, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et je pense que je peux pas m'empêcher à chaque fois de beaucoup tout introspecter, mais je me disais waouh, apprendre à conduire, c'est un acte citoyen et une responsabilité de dingue. Genre, tu peux pas te dire attends, là je fais une petite pause mentale de 2 secondes. Non, faut que tu sois concentré tout le temps. Et te dire que tu joues le même jeu que tout le monde autour de toi et que tu te fais confiance. Bon, je faisais déjà beaucoup de vélo dans Paris, donc je l'avais déjà un petit peu vécu, le côté là je sais que je peux aller tout droit, j'ai confiance du fait que les gars à droite ils vont s'arrêter. Mais quand t'es derrière une voiture, t'as cette espèce de cerveau collectif entre tous les conducteurs que je suis en train de conscientiser, que je trouve assez génial. Donc, enfin bref, voilà. et donc road trip. Ouais, donc road trip. Et voilà. Après, pour le perso, je me suis pas encore projetée plus que ça, mais apprendre des nouveaux trucs, en fait. J'adore apprendre tout le temps. Donc, déjà, road trip, ça fait un beau projet. Ça va t'occuper pas mal, je pense. C'est clair. Parce que permis fraîchement dans la poche, se lancer dans un road trip, pas mal. Ouais, j'ai fait beaucoup de van life quand j'étais petite, mais sans conduire. Pareil, hein. Mais ouais. Parce que quand tu vas te retrouver dans les petits chemins, machin. Puis un van, c'est pas une voiture, c'est plus gros. Non, c'est clair. Mais bon, c'est cool. Après, ça, c'est pas infaisable, loin de là, mais beau challenge. Merci. Eve, merci beaucoup. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux de l'internet, du cyberworld? Principalement sur Instagram, @evdumont, sans rien, EVEDUMON. Je mettrai le lien, ça sera même encore plus facile. C'est ça. Et principalement sur Instagram, et du coup, je suis en train de développer le TikTok aussi, mais principalement sur Instagram. Merci. Et mon podcast. Et ton podcast. Qu'on peut retrouver sur mon Insta. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci infiniment de m'avoir rejoint pour cet épisode de Mindways. J'espère que tu as apprécié cet épisode autant que j'ai adoré le faire. Explorer de nouvelles perspectives et idées est ce qui fait battre le cœur de ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner à Mindways ou à la newsletter pour ne pas manquer mes futurs sujets. Tu peux le faire sur ta plateforme de podcast préférée, et si tu souhaites rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour, suis-moi sur les réseaux sociaux. Tu me trouveras sous Escorlware sur Instagram et X pour des discussions et des aperçus exclusifs. Ton soutien est la clé de la poursuite de cette aventure.
Tes commentaires, avis et partages sont toujours appréciés. Merci encore d'être à mes côtés, reste curieux, reste connecté. N'hésite pas à m'envoyer des questions ou idées ou suggestions pour de nouveaux épisodes. C'est un voyage que nous faisons ensemble et j'ai hâte de continuer de le partager avec toi. Prends soin de toi, que ton esprit continue de s'épanouir. À bientôt.